Bonjour à tous. Euh, je me présente, je m'appelle Aymeric Wimbach. Je suis plutôt un expert en techno Microsoft, parce que je suis MVP sur Microsoft Azure. Si vous ne savez pas ce que c'est que les MVP Microsoft, on est les meilleurs joueurs de basket, mais en techno Microsoft. Parce que on a tous les ans un petit trophée pour ça. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de serverless en techno Microsoft. Alors, au programme de ma session, une petite intro pour savoir pourquoi le serverless. Ensuite, je vais vous parler des Azure Functions, euh, en- présenter ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire avec les extensions à Azure Functions. Ce sera suivi par Dapper. Dapper, qu'est-ce que c'est que le framework Dapper? Et pour conclure cette session, je vous présenterai qu'est-ce qu'on peut faire en utilisant à la fois Azure Functions et Dapper. Alors, ma session qui est sur le serverless everywhere, je vais vous faire un scoop. Le serverless utilise des serveurs. Serverless doesn't mean there are no servers, it means let's think about serverless. C'est de la techno pour les développeurs, en gros, c'est pour s'abstraire le plus possible des serveurs en tant que développeur. Quand on fait du cloud, on est event-driven. On a besoin d'event-driven architecture. Donc, ce qu'on veut quand on fait des applis modernes dans le cloud, c'est développer des applications à base de microservices qui vont interagir avec d'autres services, et on veut être le plus possible à la fois résilient et scalable, supporter la montée en charge. Aujourd'hui, on veut utiliser aussi de multiples langages de programmation. On n'est pas limité dans un monde Microsoft aujourd'hui par faire que du C#. On veut aussi faire évidemment du Java aujourd'hui, du Python, du JavaScript, du Scala, tous les langages possibles de la Terre. Le serverless en lui-même, il est stateless, mais quand on fait des applications, on ne peut pas rentrer toujours dans ce paradigme stateless, et donc on veut pouvoir utiliser aussi d'autres patterns. On veut pouvoir faire du stateful. On veut pouvoir utiliser évidemment des patterns tels que les functions, mais on veut aussi pouvoir faire des workflows, utiliser des patterns modernes comme les patterns acteurs. Et quand on fait du serverless, quand on fait du cloud, on veut avoir le moins possible d'adhérence à la plateforme. On veut que notre code tourne partout. Aujourd'hui, je vous présente les Azure Functions, mais il faut que ça puisse tourner partout. Que ça tourne à la fois sur les serveurs Microsoft, que ce soit chez Azure, que ce soit chez Google ou que ce soit chez Amazon ou ailleurs dans votre data center. Donc les Azure Functions. Les Azure Functions, si vous n'avez jamais entendu parler de ce que ça fait, aujourd'hui on en est à la V3. Il y a même la version 4 en public preview qui a été annoncée la semaine dernière, qui supporte le .NET 6, qui est basé sur .NET 6. C'est un framework open source. En fait, ça repose sur un host qui est écrit en .NET Core, d'où .NET. C'est ce host qui va être chargé de démarrer vos functions et qui s'occupe du coup du cycle de vie de vos functions et de la scalabilité. Aujourd'hui, on peut écrire des functions en C#, en F#, évidemment, en Java, en JavaScript, en Python, en PowerShell. Tous ces langages sont supportés, mais en fait, le système est assez ouvert, c'est-à-dire que même ce qui n'est pas supporté, il y a un système pour utiliser le moteur d'Azure Functions avec. Donc vous pouvez aussi faire des Azure Functions, par exemple, en Go. Il y a des possibilités. Du point de vue des outils qu'on va utiliser pour les Azure Functions, vous avez ce qu'on appelle les Azure Functions Core Tools que vous allez installer sur votre machine, qui comprend le host, donc qui vous permet d'exécuter exactement la même chose que vous allez exécuter sur le serveur sur votre machine, mais qui comprend aussi un CLI dans ces Azure Functions qui va vous permettre de simplifier
du coup la création de vos functions. Donc à la fois la création et qui va être dans le CLI, avoir les fonctions qui vont vous permettre de supporter, de démarrer les fonctions dans le local ou de les déployer sur Azure ou ailleurs. Si vous utilisez VS Code, il y a aussi une extension pour VS Code pour les Azure Functions qui vous permettent de faire tout ça et qui vous permettent d'utiliser les mêmes fonctions. Si vous utilisez aussi du tooling, moi j'utilise personnellement GitHub Codespace. Je ne sais pas si vous avez encore entendu parler de GitHub Codespace. C'est un environnement dans GitHub pour démarrer son code. Je vous ferai une petite démo. Ou les dev containers qui permettent d'avoir directement les environnements qui sont une extension à VS Code qui vous permettent en fait d'utiliser des containers directement spécialisés dans VS Code. Et c'est le même format à la fois pour les dev containers ou pour GitHub Codespace. Le serverless Azure Function, pourquoi c'est utile? Qu'est-ce qui est pratique en fait? C'est que ça simplifie la plomberie d'utiliser du serverless. Pour Azure Function, en fait, on va avoir un système de triggers, d'input binding, d'output binding, et qui vont en fait directement connecter votre code simplement avec Azure, avec des événements cloud. Donc directement dans votre code, vous aurez votre code sera déclenché par des événements Azure ou autres. Ça va simplifier du coup également la façon de connecter de l'infrastructure, de récupérer directement des fichiers dans votre code avec les bindings. Ça, je vous ferai une démo pour expliquer ce que c'est. Et également, donc vous pouvez à la fois avoir ce système de binding en entrée de votre fonction ou en sortie de votre fonction. Ce qui va simplifier, vous aurez juste à écrire dans votre fonction votre code métier, et ça sauvegardera par configuration en fait directement. Soit si votre binding est sur un blob, ça sauvegardera ce que vous voulez dans un blob ou dans une queue de stockage, etc. Il y a aussi un système qui permet de simplifier également vos fonctions, c'est un mécanisme de retry auto, c'est-à-dire que si votre fonction échoue, votre fonction Azure échoue, il y a un mécanisme de retry auto qui va faire que la fonction va être redémarrée automatiquement 5 fois. Et ce nombre de redémarrages est réglé réglable par de la config. Et il y a aussi tout un système de log et de metrics qui est automatiquement généré via le host. Comment ça se passe derrière? En fait, votre projet Functions, donc vos functions, est dans un container Docker. Vos fonctions, les fonctions de base sont prévues pour être à une courte durée de vie. Donc, serverless, c'est fait pour que de base, les fonctions soient ayant un timeout court. Donc, quand on fait du serverless, c'est ça. Les instances, quand vous êtes en mode serverless classique dans Azure, les instances que vous avez contiennent 1,5 Go de RAM. Elles ont un CPU qui est limité. Et c'est fait pour être stateless de base. Alors, je vais vous faire une petite démo d'un projet que j'ai fait avec du serverless, qui est tout en construction en serverless, qui utilise du machine learning, des modèles de machine learning qui tournent en serverless et en fait qui fait de la transformation d'image pour transformer une image dans le style de Van Gogh. Donc voilà, c'est tout un bot qui est construit en serverless. Ça, je peux en parler un certain temps, donc je ne vais pas vous parler toute l'historique de ce projet-là. Mais c'est aussi une très bonne démo pour le serverless, puisque ça permet de montrer en fait, à quel point en fait, on peut faire des choses puissantes pour un coût très, très bas grâce à ces technos-là. Donc voilà, si vous voulez suivre le bot, il a son propre compte Twitter et son propre compte Instagram où il poste toujours des photos. Donc, voilà le moteur derrière. Je vais vous montrer ce que ça fait en fait.
Donc, vous avez soit la possibilité d'uploader votre propre photo. Donc là, dans l'idée, ce serait sympa que j'uploade une photo directement de vous, ou je vais prendre une photo qui est directement dans le moteur. Donc, choisir une photo qui permet d'être directement uploadée. En fait, ce que ça va faire derrière, c'est un site qui est construit en React. Le site qui est construit en React upload une photo dans un blob Azure Storage. Et il y a un déclencheur sur ce blob qui va envoyer un message dans une queue. Et dans cette queue de stockage, ça déclenche une fonction qui va du coup exécuter un modèle de machine learning et après renvoyer une notification à l'appli React. Donc en théorie, ça va marcher. Donc je vais vous montrer du coup le code. Donc là, j'utilise GitHub Codespace dont je vous parlais. GitHub Codespace qui permet d'avoir l'environnement directement dans le navigateur ou dans VS Code, que je dois avoir d'ouvert aussi. Voilà. Et donc, juste une petite description du code dont je vous ai parlé juste avant. Donc, le fichier pour faire son dev container, qui me permet de configurer ce que je vais avoir dans mon image Docker. L'image Docker qui me permet de construire ça. Et après, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est la fonction Azure. Alors, comment ça se présente quand on fait une fonction Azure avec un langage comme Python, un langage dynamique? C'est que je vais avoir directement mon code Python dans lequel je vais mettre en entrée mes paramètres qui correspondent à mes triggers et à mes inputs. Donc, je vais juste... là, j'ai dit que ma fonction était déclenchée par une queue Azure. Mon message, en fait, rentre directement dans mon entrée de fonction avec simplement avec le paramètre. Et de la même façon, si je veux avoir mon input ou mon output, j'écris simplement, je mets mes paramètres dans mon entrée de fonction, et j'ai juste à écrire mon blob, donc mon binaire dans le blob, et ça va sortir la fonction. Donc là, le code est tout bête. Enfin, le code de la fonction est assez simple parce qu'en fait, il exécute le modèle de machine learning. Et je vais avoir également en paramètres, du coup, un fichier JSON qui, lui, va décrire les bindings, donc décrire le trigger. Donc, c'est une queue pour le déclencheur. Je vais avoir un blob. Donc, du coup, c'est l'image que j'ai sauvegardée dans Azure. On va regarder si elle a fini par apparaître. Voilà, l'image que j'ai sélectionnée tout à l'heure qui a été transformée par le moteur. Donc là, le scénario il est simple. Hein, c'est dans ma file de stockage, en fait, j'ai le nom j'ai un JSON qui est envoyé dans ma queue. Dans ce JSON-là, j'ai mis le nom du blob, de l'endroit où je l'ai stocké. Du coup, en fait, avec une expression, je peux retrouver directement appliquer cette expression sur l'entrée de mon blob et du coup retrouver le blob. Et en sortie, j'ai la même chose en fait. Je lui donne un container, un endroit où stocker mon blob, et comment retrouver l'ID de mon blob. Et j'ai un autre trigger d'output pour envoyer un message vers Signalaire qui est un système qui permet de faire facilement du WebSocket, donc qui me permet de connecter directement, d'avoir des notifications. Donc voilà comment ça se passe du côté Python. Et du côté Python, en fait, le code, c'est juste du code métier tout bête. Hein. Si je fais l'écriture de mon blob, c'est vraiment tout bête. Hein. C'est juste outblob.set data, qui est mon binaire derrière, et ça va sauvegarder mon image. Voilà comment ça se passe pour faire du Python. Donc c'est très simple. Un autre exemple que je vais vous présenter.
Si vous faites, on est à Devoxx, donc je vais vous parler, vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on utilise des langages objets comme du Scala, comme du Java, comme du .NET. Et du coup, j'ai mon CodeSpace qui redémarre. OK. Voilà. Alors, quand vous allez faire du Scala, du Java ou du C#, votre binding, ça va être encore plus simple en fait, parce que vous allez avoir des choses pour simplifier. Vous mettez c'est de la programmation par aspect, et là en fait, vous avez juste à taguer votre fonction, et du coup à lui mettre la description de votre trigger directement dans la fonction. Et il y a un système qui va s'occuper de générer les JSON que je vous ai montré juste avant. Donc, pour le coup, c'est encore plus facile. Voilà, donc là, c'est juste, du coup, c'est la partie dont je vous ai parlé signalaire, en fait, qui permettent d'à la fois de communiquer avec le React de façon très simple. Alors, dernier truc à vous montrer sur la partie Azure Functions, comment ça se passe derrière dans Azure. En fait, ça va se présenter directement comme ça dans Azure. Vous uploadez votre fonction et ça va se retrouver dans le portail. Après, vous pouvez naviguer directement dans vos fonctions depuis le portail. Et tout ça, ça se fait depuis le CLI que je ne vous ai pas montré encore. Voilà, donc vous avez le CLI directement dans la plateforme. Et du coup, vous pouvez directement en fait, soit créer des fonctions, soit donc le func init, func new, soit faire le publish directement avec le CLI ou avec l'extension Azure Functions, l'extension VS Code qui va se retrouver ici. Donc voilà, ça c'est en gros la grosse démo sur Azure Functions. Alors du coup, je vous ai parlé de la partie stateless. Donc le modèle stateless qu'on va avoir, qui est de base avec les Azure Functions, il est pratique. Effectivement, il permet d'économiser la plomberie, mais il faut toujours faire rentrer dans un scénario. Si on veut faire des choses un peu plus complexes, si on veut utiliser des patterns un peu plus complexes, il y a une extension pour Azure Functions, parce que c'est un système qui est extensible, qui va vous permettre de faire d'autres patterns. Il y a une extension qui s'appelle les Durable Functions dans Azure, qui est disponible en C# évidemment, mais qui est disponible en Python. Alors en Java, je crois qu'elle est elle n'est pas encore disponible, qui est pareil open source comme le reste. Et en fait, cette extension Azure Functions va vous permettre d'avoir un certain nombre de patterns pour vous simplifier cette partie stateful. Donc, pour à la fois faire des choses soit stateful, soit utiliser des patterns pour faire des choses qui sont des long running functions. Donc, si vous avez besoin de faire des tâches qui sont très longues, donc, vous pourrez utiliser cette extension. Les patterns qu'on a directement disponibles, par exemple, c'est le chaînage de fonctions. Donc, si vous avez une tâche à faire, plusieurs tâches à faire pour avoir un résultat, ou si vous avez à la fois de l'extension de l'interaction humaine à faire avec votre en même temps de vos fonctions, ça va vous simplifier ça. Ou alors, si vous voulez faire ce qu'on appelle de l'orchestration éternelle, donc vous avez une tâche qui dure tout le temps et qui à la fois déclenche des petites fonctions au fil du temps. Du coup, quand vous allez utiliser les durable functions, en fait, vous allez spécialiser un certain nombre de fonctions Azure
du coup, taguer encore vos fonctions. Et vous allez avoir une fonction d'orchestrateur qui va gérer tout ça, qui va être une fonction qui va être appelée par le moteur des fonctions. Vous allez avoir une fonction d'activité. Les fonctions d'activité, c'est les fonctions dont je vous parlais juste avant. En fait, les fonctions classiques Azure deviennent des fonctions d'activité ou des fonctions d'entité. Et enfin, les fonctions clientes, c'est les mêmes que ce que je vous ai montré juste avant. Alors, pour l'hébergement de tout ça, comment ça se passe pour les Azure Functions? Donc, de base, vos fonctions Azure sont hébergées dans Azure App Service. Ça, c'est le mode serverless classique des Azure Functions. C'est ce dont je vous ai parlé, 1,5 Go de RAM, classique, mode de facturation serverless, c'est-à-dire que vous ne payez que à la fonction. Donc, c'est le mode managé le plus simple. Il y a un premium mode dans Azure pour ce mode, pour le serverless Azure, qui vous permettent en fait d'avoir des instances qui sont préchauffées, donc si vous avez besoin d'avoir beaucoup de RAM, ça vous permet également d'avoir des Azure Functions, beaucoup de RAM ou beaucoup de processeurs, ça coûte plus cher, mais ça reste un mode de facturation en mode serverless. Vous avez la possibilité de prendre votre container dans lequel vous avez mis vos fonctions, de l'héberger dans son propre app service. Donc là, on reste dans le mode classique Azure managé, mais vous payez en mode app service. Donc c'est comme si vous hébergiez un service dans app service. Après, il y a d'autres modes. Donc on parle de serverless everywhere. Donc là, du coup, vous avez la possibilité de prendre vos fonctions, de les mettre dans des IoT. Donc là, il y a un certain nombre de spécificités à ce mode-là. Vous avez la possibilité également du coup, de prendre vos Azure Functions et de les mettre dans AKS, donc Azure Kubernetes Services, donc qui est le Kubernetes managé dans Azure, avec Keda, donc je vous parlerai un peu plus tard qui est le scaler en fait, qui va vous permettre de scaler vos fonctions en fonction des événements Kubernetes. Et pourquoi pas hors d'Azure. Comment ça se passe quand vous allez vous allez prendre vos fonctions Azure et que vous allez les mettre dans des IoT? Vous utilisez les extensions IoT Edge d'Azure. Ces extensions d'Azure IoT Edge utilisent l'Azure Container Registry. Vous poussez votre container dans Azure Container Registry et après vous laissez l'extension IoT Edge qui va ramener en fait le container dans vos IoT. Et en même temps, pour que ça marche dans IoT Edge, en fait, vous allez avoir du coup des extensions, des triggers et des bindings spécifiques pour IoT Edge, mais ça revient exactement à la même chose pour écrire votre code. Dans Azure, on a encore d'autres parties pour la partie serverless. On a Azure Static Web Apps, qui est une appli statique web, et les Azure Functions dont je vous ai parlé. On a Azure Container Instance, qui permet de démarrer très facilement en fait, des containers Azure. Et on a les Logic Apps, qui sont un système de workflow. Tout ça, c'est pareil, ça peut s'utiliser à l'extérieur. Et on peut faire du coup, combiner encore des choses de façon encore plus intéressante. On peut utiliser, moi j'ai utilisé une extension Azure Durable Functions pour démarrer un container instance. Donc, je vous ai parlé de mon exemple sur GoNGOG avec les modèles de machine learning qui sont exécutés dans une function. J'ai mis à jour mon moteur avec des modèles de machine learning un peu plus récents. Et du coup, en fait, là, ce que ça fait, c'est que ça fait du learning. Ça fait du learning sur le modèle et ça transforme des images pour faire des images qui ressemblent encore plus à un petit côté œuvre d'art. Et ben en fait, comment ça se passe du côté code? C'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, là, ce qu'il fait, c'est que j'ai une Azure Durable Functions qui
qui démarre un container, qui surveille ce container, qui attend que le container ait fini d'exécuter le modèle. Ça prend une vingtaine de minutes. Et à la fin, en fait, il sort un vrai tableau en mode Van Gogh. Si cette extension, si ce modèle-là vous intéresse, le code est sur GitHub. Je le partagerai à la fin de la session sur Twitter. Tout ça, ça permet d'aller encore plus loin sur la partie Azure Functions, qui va utiliser du coup les durable functions et container instance. Donc, je vous ai parlé à la fois d'Azure Functions, d'Azure Container Instance. Maintenant, je vais vous parler du dernier module dont je voulais vous parler dans cette session, c'est Dapper. Dapper, c'est une nouveauté qui est sortie au début de l'année. Dapper, c'est pour Distributed Application Runtime. Donc, c'est un runtime qui est fait par Microsoft en mode totalement open source, là, du coup, vraiment en mode libre. C'est du coup un runtime qui est portable, qui est dirigé par les événements, qui vous permet de construire des applications distribuées. Et pareil, c'est les mêmes objectifs, que ça tourne à la fois dans le cloud et que ça tourne dans l'Edge, dans les IoT. Les objectifs de Dapper, quand ça a été construit, c'est à la fois de vous fournir les best practices. C'est un Lego, Dapper, donc l'idée c'est d'avoir un système qui marche comme un Lego. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez dedans, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le framework. Vous pouvez utiliser que des petits bouts. C'est fait pour être utilisable depuis tous les langages ou tous les frameworks. C'est un projet du coup, qui a une gouvernance qui est communautaire. Donc, contrairement au Azure Functions, où je vous ai montré Azure Functions, tout le code est open source, c'est entièrement open source. Mais la gouvernance du projet d'Azure Functions, c'est un truc qui reste fait par Microsoft. Et donc, même si le code est open source, la gouvernance reste chez Microsoft. Dapper, c'est vraiment communauté. C'est aussi le but de Dapper, c'est d'adopter les standards. C'est portable, ça supporte les Open API. Comme je disais, c'est plateforme agnostique, donc c'est fait pour tourner à la fois dans le cloud et dans les IoT, dans l'Edge. Et de la même façon, c'est extensible et c'est une approche par composant. Pour quel type d'application c'est fait, Dapper? C'est fait pour faire des applications résilientes, scalables, pour pouvoir faire des applications à base de microservices et qui vont interagir avec d'autres services. Exactement les objectifs que j'ai énoncés au début de la session. Donc, vous pouvez faire du stateless, vous pouvez faire du stateful, vous pouvez faire des applications type fonction qui vont avoir une courte durée de vie, ou vous pouvez faire de faire des applications longues où le code va tourner longtemps. Et comme je disais, voilà, les applications de plus en plus utilisent plein de langages. On a en général aujourd'hui, on utilise les langages en fonction des préférences. Donc, on va avoir des bouts quand on fait des applications, on va avoir des bouts de Python, on va avoir des bouts de Python pour faire du machine learning, des bouts de JavaScript parce que il y a des développeurs dans l'équipe qui font du Node, des bouts de Java, donc toutes les applications utilisent ce genre de choses. Comment ça va se présenter Dapper? En fait, Dapper, c'est vraiment un Lego. Donc, il y a plusieurs blocs dans ce Lego. Et vous pouvez utiliser le bloc que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Donc, vous pouvez faire à la fois du service to service, l'invocation de service to service. Il y a la gestion d'état. Vous pouvez faire des scénarios pub-sub avec. Vous pouvez utiliser les systèmes de binding and triggers en mode serverless, exactement comme je vous ai montré dans Azure Functions. Il y a un système pour faire du pattern acteur de façon distribuée simple qui est aussi utilisable. Vous pouvez faire de la trace distribuée. Il y a une gestion des secrets. Et le système est extensible, donc n'importe qui peut faire des composants de la même façon. Et comment ça se passe en fait Dapper? En fait, si vous pouvez communiquer dans tous les langages, écrire vos microservices dans tous les langages pour utiliser Dapper, que ce soit en Go, en Node. En fait, Dapper lui-même est écrit en Go. Donc vous pouvez utiliser Go, Node, Python,
Java, tous les langages possibles. En fait, tout se fait, la communication avec Dapper se fait via une API. Et donc, soit une API HTTP, soit une API gRPC pour que ce soit plus rapide. Donc, voilà, du coup, là, c'est une API standard. Il y a des SDK dans tous les langages qui marchent. Et comment ça marche, Dapper? En fait, Dapper fonctionne sur un système de sidecar. Je vous ai montré Azure Functions, c'est un host qui démarre vos functions, qui démarre votre code. Dapper, c'est un système c'est un sidecar, donc c'est un bout d'application qui va tourner à côté de votre application. Et c'est fait pour utiliser effectivement vraiment une approche par composant. Donc vous allez communiquer du coup avec Dapper, soit en utilisant les systèmes de binding et de triggers, exactement comme on peut faire en mode serverless. Et là, en fait, les bindings et les triggers, ils ne sont pas du tout limités à la partie Microsoft Azure. Ils existent en fait pour toutes les autres plateformes cloud. Donc que ce soit il y a des choses pour AWS, il y a des choses pour GCP, il y a des choses pour Kubernetes. Donc là, en gros, tous les outils de la Terre sont supportés dans Dapper, parce que l'idée, c'est que le truc soit vraiment full open source et full dirigé par la communauté. Donc c'est vraiment un outil utile pour faire du cloud. Le but de Dapper, c'est vraiment d'abstraire le Kubernetes ou d'abstraire le cloud. Donc je disais, voilà, c'est vraiment pour tous les clouds et c'est pas limité au cloud de Microsoft ou à une application en particulier. Comment ça marche derrière? En fait, c'est que c'est dirigé pour Kubernetes et c'est vraiment construit pour utiliser Kube et pour utiliser la communauté Kube. Donc voilà, c'est fait pour tourner partout. Voilà. Et si je vais du coup un peu plus loin dans mon exemple, je vous ai expliqué les Azure Functions, on peut les faire tourner dans Azure, c'est fait pour marcher sur Azure, mais vous pouvez les utiliser n'importe où. En fait, il y a une extension qui existe, qui est sortie pour Dapper, pour les Azure Functions, et qui va vous permettre de construire du coup du contenu votre code va pouvoir tourner un peu n'importe où avec cette extension Azure Functions. Vous allez avoir des triggers et des bindings Dapper. Donc du coup, en fait, vous allez pouvoir utiliser votre code Azure Functions n'importe où en le branchant sur Dapper. Avec ça, en fait, vous pouvez mettre du coup si vous avez du code en Azure Functions, vous pouvez mettre votre code Azure Functions, que ce soit ailleurs d'Azure, en fait. Vous voulez pouvoir le mettre sur GCP, vous pouvez le mettre sur AWS. Vous voulez le mettre dans vos serveurs chez vous avec du Kubernetes, c'est possible avec l'extension Dapper Azure Functions. Ça va vous permettre du coup d'utiliser vraiment n'importe où et d'ouvrir un système vraiment partout. Donc, les Azure Functions, je vous expliquais, c'est open source, donc le code, vous pouvez le faire tourner n'importe où. Avec Dapper, les triggers et les bindings qui étaient du coup la chose qui était vraiment il y avait la dernière adhérence à la plateforme. C'est réglé par l'extension Dapper. Et avec Keda, en fait, Keda qui est sorti encore avant, qui est un projet Kubernetes, c'est pareil, c'était incubé par Microsoft, en fait. Keda, c'est un scaler pour Kubernetes et qui va permettre en fait de faire le scaling de vos Azure Functions via des événements et via des événements qui sont des événements soit AWS, soit un peu toutes. De la même façon que vous avez Dapper, il y a des événements qui vont ouvrir déjà par ça. Donc voilà mon serverless everywhere. Mes Azure Functions vont pouvoir tourner sans Azure avec ce que je disais, avec l'extension pour Azure, Dapper pour Azure Functions, avec Keda. On pourra utiliser Azure Functions un peu partout. Du coup, je vais vous faire une petite démo de code, vous montrer un peu de la même façon comment ça marche
comment ça se présente Dapper. Alors. Code space qui va redémarrer. Du coup, si vous avez des questions, je peux prendre aussi des questions pendant que mon code space redémarre. Voilà. Donc, comment ça va se passer pour Dapper? De la même façon, il y a un CLI. Il est pas installé sur cet exemple-là. Il y a un CLI et les bindings en question vont se faire. Là, je vous montrais dans Azure Functions, ça se fait avec du JSON. Là, les bindings vont se faire avec du YAML en mode Kubernetes. Et c'est avec ces bindings-là, en fait, vous allez pouvoir faire le binding entre votre code, donc par exemple Java ou autre, avec Dapper. Donc voilà le binding Dapper, comment ça se passe. Et ça a redémarré. Donc voilà, quelques liens si vous voulez continuer sur le sujet. Functions.azure.com pour aller voir tout ce qui se passe sur l'Azure Functions. Keda qui a son propre site, pareil pour le projet. Dapper.io pour la doc Dapper. Et après, je suis dispo pour vos questions sur Dapper, sur Azure Functions et un peu sur tout. Et si mon code space a redémarré. Oui, une question? Oui. Ici. Là. Oui. En production, est-ce que tu as des applis qui contiennent un grand nombre de fonctions actuellement qui tournent? Alors il y a des. Alors moi perso, j'ai pas d'appli à moi qui contiennent beaucoup de fonctions, mais il y a des applis qui sont construites entièrement en fonction avec beaucoup de fonctions. L'un des problèmes qu'il peut y avoir quand il y a beaucoup de fonctions, ça va être éventuellement la partie DevOps à gérer. Parce que
En fait, on peut avoir comment on va découper nos containers côté DevOps. Mais oui, il y a beaucoup d'applis en fait, qui tournent avec beaucoup de fonctions en prod. Là, je ne peux pas vous donner d'exemple pour les clients, mais voilà. D'autres questions? Très bien, merci. Merci.